17. Ah, c'est bon. Donc, bonjour. Donc, en fait, nous, on a posé la question, en fait, de... C'est un peu une présentation qu'on avait faite aussi au Tech & Bio il y a maintenant 15 jours. Et la question, c'était, est-ce qu'il faut encore s'installer en viande bovine ou pas? Voilà. Donc, en fait, on va vous relayer un petit peu les atouts, en fait, de la production bio. Et pour cela, en fait, on va vous expliquer un petit peu le contexte de manière assez rapide. Et puis après, on a positionné nos exploitations bio que l'on suit dans le cadre du réseau Bioréférence par rapport en fait aux naisseurs conventionnels, notamment du bassin charolais, hein, et puis et aux naisseurs au niveau national, pour voir en fait comment ils avaient réussi à s'adapter aux aléas. Et puis après, donc ça, c'est une première partie. Et après, on fera un zoom sur les résultats des naisseurs-engraisseurs du Sud Massif central. Donc là, on a deux voies. On a ceux qui se sont orientés vers la production de bœufs et puis ceux qui se sont, au contrario, orientés vers les veaux sous la mer. Et on a aussi des gens qui sont mixtes et diversifiés. Voilà. Et pour finir, parce que on est dans un bassin herbagé, il y a une étude parallèle qui a été conduite avec Aurélie et son réseau qui expliquera. Et en fait, c'était aussi pour finir la boucle, pour montrer aussi que les systèmes bio sont performants parce que aussi ils finissent beaucoup à l'herbe. Donc voilà. Pour situer un petit peu le contexte, je vais commencer par vous présenter l'évolution du cheptel bio là, au niveau national, et puis qui sont les éleveurs bio en France, même si on n'a pas de diapo pour parler. Les atouts des fermes en bio les plus efficients, c'est Christelle qui reprendra la parole. Voilà, donc je vous présente là les chiffres de l'agence bio sur les 10 dernières années. Donc là, vous avez en histogramme, donc en vert foncé, le cheptel des animaux bovins allaitants qui sont déjà en bio, et puis juste au-dessus, en vert clair, le cheptel allaitant qui est en conversion. Donc là, on vous présente effectivement, on vous met en évidence le tournant de 2022, puisque c'est la première année à partir de laquelle il y a eu moins de conversions et du coup moins d'animaux engagés en bio, en conversion. Et puis, depuis, donc, on a toujours autant une diminution légère d'animaux qui est représentée là en jaune. Et puis, voilà, donc c'est vraiment un tournant en 2022, mais c'est aussi la première année où il y a eu une chute de consommation et une chute des abattages en bio, en bovin viande. Et c'est du fait de l'inflation et du coup, voilà, l'arbitrage du consommateur qui a acheté à partir de ce moment-là moins de viande en bio. Alors depuis 2022, fait de la décapitalisation au niveau du cheptel national, la part du cheptel bio représente toujours 6%. Là, on a repris les statistiques d'abattage du réseau charolais avec ici donc la présentation d'évolution des prix de la vache de réforme et qui a, voilà, ces dernières années, évolué par rapport au prix du conventionnel en bleu au-dessus, en courbe. Et du coup, voilà, en quelques années, on a perdu de la plus-value en bio. On est passé de 65 centimes de plus en bio à seulement 12 centimes en plus du kilo carcasse. Et ça, c'est la conséquence de la décapitalisation du cheptel au niveau national qui a fait augmenter les prix en conventionnel et les volumes commercialisés en bio n'ont pas permis de valoriser davantage le prix en bio. Néanmoins, on observe toujours un petit différentiel de 5 à 10 centimes en bio par rapport à du conventionnel. Alors, pour finir, on va vous montrer la hausse des prix qui se répercute au panier de la ménagère sur le steak haché, puisque le steak haché, c'est le produit qui est le plus acheté par les consommateurs. Il représente 60% des commercialisations. Et du coup, on voit ici en 2022 le différentiel qui a fortement chuté et qui maintenant est en train de se rétablir, mais avec des niveaux de prix plus élevés, et vous devez vous en rendre compte au rayon.
Donc, pour suivre, là, c'était un peu le contexte. En fait, ce qu'on a regardé, c'était, on s'est positionné, on a regardé les fermes les plus efficientes, celles qui étaient les plus économes, aussi bien au niveau de notre réseau Inosis de référence en conventionnel et dans les réseaux aussi Inosis et bioréférence, pour regarder en fait comment se situaient ces fermes les plus performantes et les plus économes. Et en fait, donc en gris, vous avez ce qui est conventionnel, en bleu, ce qui est bio. Ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'en fait, on a un nombre de vélages inférieur, hein. On est autour de 54 vaches par UMO, alors que on est bien plus élevé, on est à 70 vélages en moyenne sur la partie réseau Inosis. Et donc là, on est sur une année, le contexte 2022. Et le contexte 2022, il faut savoir qu'en fait, c'est un contexte particulier en bovin-viande, on a commencé à avoir des prix qui augmentaient de façon conséquente au niveau des gros bovins finis. Voilà. Donc, tout à l'heure, Emmanuel nous l'a montré, en bio, on était déjà à des prix élevés. Alors, déjà. Donc, en fait, ce dont on aperçoit, c'est qu'en fait, avec un nombre de vélages par UMO plus faible, on arrivait à se dégager à la fois un excédent brut d'exploitation par UMO plus conséquent pour les efficients par rapport au réseau Inosis. Et puis, ce qui va être intéressant, c'est qu'on avait aussi un revenu disponible qui était de la même hauteur. Voilà. Donc, en fait, la différence entre le VE et le revenu disponible, ça va être le volume d'annuité qui explique la différence. On a regardé en fait les atouts, il faut qu'ils se positionnent sur la partie, si on regarde les exploitations, il faut qu'elles soient vivables, donc c'est qu'on puisse dégager un revenu, donc ça c'est possible. On a regardé aussi au niveau point de vue environnemental et carbone. Est-ce qu'il y avait une maîtrise ou il n'y avait pas de maîtrise? Et en fait, donc là, la première ligne, donc, on a un outil au sein de l'Institut de l'élevage qui est maintenant qui se développe, qui permet en fait de mesurer l'empreinte carbone des élevages. C'est l'outil Cap2ER. Donc les éleveurs ont été suivis au niveau donc des naisseurs spécialisés. On a fait une zoom plutôt sur la France entière. Et puis la ligne qui nous intéresse vraiment, c'est la dernière en violette, c'est nos naisseurs en dresseurs bio, dont la majorité sont issus en fait du Massif central. Et ce qu'on va constater, en fait, c'est que si on est sur des émissions en fait brutes de GES qui paraissent légèrement supérieures, sauf qu'on a un stockage de carbone qui est plus important grâce aux prairies, puisqu'on a beaucoup de prairies, et donc au final, on a une empreinte carbone qui est équivalente, alors qu'on est sur des ateliers qui sont plus petits. Voilà. Donc on a une bonne efficience. Et puis, ce qu'on va regarder aussi, c'est finalement quel est notre impact aussi au niveau énergie, hein, parce que c'est ça en fait. Hein. Je ne sais pas si certains ont pu assister en début de sommet d'élevage à la référence ou la présentation de Jean-Marc Jancovici, mais en fait nos ressources, notamment en pétrole, ne sont pas sont plutôt limitées dans un avenir assez proche. Donc en fait, ce qui va être intéressant, c'est de regarder aussi. Ce qui va être important, c'est de regarder la quantité en fait de fuel qu'on va utiliser, la quantité d'engrais que l'on va utiliser, tout ce qui est à la source au niveau du pétrole, puisque demain, on aura peut-être plus. Voilà. Donc, quand on regarde toujours notre ligne, une dernière ligne avec nos élevages les plus efficients, dont une grande partie sont issus du Massif central, on voit qu'on est, sans surprise, on est autonome à 99% en protéines, qu'on est sur des élevages qui sont, alors qu'ils finissent leurs animaux soit en bleu, soit en rose sous la mer, ont l'habitude en fait d'utiliser très peu de concentré, donc ont l'habitude de valoriser au mieux l'herbe, hein, puisque en moyenne dans notre réseau Inosis sur la partie spécialisée, on est à 548 kg de concentré par UGV, avec 31% autoproduit. Si on regarde nos naisseurs spécialisés depuis les efficients, on diminue, on passe à 383, et chez nos bio, on est à 189. Voilà. Et on a le même effet aussi, comme on valorise beaucoup l'herbe, en fait, le tracteur est moins utilisé, et donc on a une consommation de litres par carburant par les SAU qui est aussi moindre. On est à 58 litres. Et sans surprise, économe en intrants, très peu de pétrochimie, donc on est à zéro. Mais on est aussi dans un bassin herbagé où, par nature, par essence, les éleveurs conventionnels utilisent très peu aussi d'intrants et d'azote achetés. Installation, on se pose la question, est-ce que du coup, ces fermes bio sont différentes ou pas?
Et en fait, donc là, on a repositionné les élevages conventionnels à droite, à gauche, les naisseurs engraisseurs de bio. Et en fait, on voit que au final, quand on va comparer en fait l'actif nécessaire, actif immobilisé sur le BE, on s'aperçoit qu'il faut moins d'euros pour dégager 1 euro, enfin moins d'euros de capitaux pour dégager 1 euro de BE. Donc en fait, vous allez me dire c'est 50 centimes de moins, ça paraît pas énorme comme ça, mais rajouter, ça fait quand même des sommes qui sont conséquentes. Et donc du coup, des fermes qui ont des capitaux globaux plus bas et donc plus facilement transmissibles. Donc là, je vais laisser la parole à Emmanuel, juste pour vous dire qu'en fait, on remercie ici, c'est pour ça qu'on l'a noté, d'abord tous les éleveurs qui font partie du suivi, mais aussi les conseillers. Parce que sans eux, on n'aurait pas les données et on n'aurait pas ces références qu'on pourrait vous présenter. Donc voilà. Et puis aussi, on en profite aussi pour remercier nos animatrices et directrices qui nous supportent dans nos réalisations de synthèse. Donc voilà. Donc je vous laisse à Emmanuel. Alors, on va vous présenter les résultats du collectif Bioréférence que Christelle vient de vous présenter. Donc, il est composé de 18 exploitations pour lesquelles on a valorisé les suivis avec la méthode Gnosis. Ces 18 exploitations sont en moyenne voilà, avec 1,8 UMO pour l'atelier bovin-viande, avec 136 hectares de SAU, 18 hectares de céréales pour l'autonomie en concentré, avec 68 vaches allaitantes, et pour un équivalent donc, de 122 UGB, et puis 116 hectares de SFP pour du coup un chargement en moyenne de 1,04 UGB par hectare de SFP. Et vous avez là à droite leur répartition géographique sur notre massif central avec la diversité des races en couleur, avec à la fois du coup, un élevage d'Angus en Haute-Loire et puis un élevage de Gris, c'est Gascogne. Voilà. Donc il y a la diversité des races de notre élevage allaitant, même si majoritairement ce sont des élevages limousins. Excusez-moi. Donc, on a choisi de vous présenter directement leurs revenus disponibles par unité de main-d'œuvre. Et ensuite, Christelle vous expliquera un petit peu le détail, mais vous retrouvez là les 8 élevages qui ont été répartis en 4 groupes. Alors, cette année, on a choisi d'ajouter un groupe puisque certains ont développé leur vente en reproducteurs. Donc là, vous avez à droite les éleveurs naisseurs avec des ventes de repro qui sont là en violet pour des revenus un petit peu supérieurs aux autres. Après, vous avez là en bleu, donc tout à gauche, les éleveurs de veaux qui ont des revenus assez écartés, dispersés, un petit peu plus que en tout cas voilà, en bœuf. Alors en bœuf, en rouge, vous avez en haut des éleveurs qui sont en vitesse de croisière. En dessous, vous avez à la fois deux éleveurs qui ont soit des investissements importants en cours, soit il y a un élevage de petite taille qui a une productivité un petit peu inférieure. Et puis il y a aussi un éleveur qui a installé sa femme, sa conjointe, et du coup avec de une main-d'œuvre supérieure. Et du coup, ça se retrouve au sujet du revenu disponible par UE. Donc voilà. Donc ça, on est sur des petits échantillons, donc c'est vrai qu'il y a un impact fort d'une exploitation lorsqu'on va, en fait, quand elle va décider de s'agrandir et de rester à volume de production constant, mais de partager le gâteau avec, parce qu'il y a plus de main-d'œuvre. Donc voilà. Donc nous, ce qu'on a regardé en fait chez nos éleveurs plutôt orientation en bœuf, c'est que en fait, ils ont profité, donc on resitue entre 2022 et 2023, là on s'est déplacé à échantillon constant. Il y a vraiment cet effet impact levier du produit bovin viande, hein, puisqu'en fait, il y avait une conjoncture globale qui était favorable au gros bovin. On avait aussi, on est enfin sorti de cette période de sécheresse consécutive, et donc du coup, on est arrivé à retrouver en fait des performances techniques meilleures. On n'a plus besoin d'acheter forcément du fourrage. Ou ceux qui l'ont choisi, c'était du fourrage de précaution. Donc voilà. Donc en fait, ce qu'on observe dans nos résultats,
c'est qu'on a une production moyenne de viande vive qui est en progression. On est autour des 300 kilos de production brute de viande vive par UGB, ce qui est pas mal pour un système. On va comparer, si on se compare avec un système naisseur, on est plutôt sur un système qui commencerait à finir ses femelles au niveau bassin charolais. On a des prix de vente qui augmentent, ça c'est l'effet d'augmentation des prix de vente en bovin, des quantités de concentrés qui restent mesurées, voire en légère diminution, puisqu'on est plus sur la partie sécheresse, on a de la bonne qualité de fourrage, et donc du coup c'était pas mal. Et donc un EBA en progression, on est autour des 48 000 euros. Par contre, on a des exploitations qui ont beaucoup investi. Alors ce qu'on observe entre 2022 et 2023, en fait, on a observé exactement la même chose en conventionnel, voire en conventionnel de beaucoup plus marqué. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une excellente année en 2022. Les gens se sont serrés la ceinture pendant des années pour investir et en 2023, ils se sont lâchés. Voilà. Donc, on espérait en fait. Et oui, parce que peut-être qu'ils ne voulaient pas payer. Voilà. Et donc, en fait, ils se sont rués sur la mécanisation, il faut bien le dire. Et donc, nous, en fait, ça a été un peu notre déception parce qu'on a bien vu l'évolution au niveau de l'EBE. Il y avait des progressions d'EBE qui étaient conséquentes, des annuités qui ont augmenté. Donc, au final, on se retrouve avec des revenus qui sont identiques, voire en diminution. Voilà. Donc, c'est cet effet-là, en fait, de dire attention, on surveille bien les investissements que l'on veut réaliser. Parce que si on gère bien au niveau des charges opérationnelles, il ne faut pas se lâcher au niveau des charges de structure. Voilà. Sur la partie veau, le contexte est un petit peu différent parce qu'en fait, là, on va avoir plutôt une baisse du produit bovin viande. Et là, c'est en fait la conséquence de la moindre progression des prix des veaux de boucherie, qui représente une large partie en fait du produit des ventes. Mais ça, c'est aussi conjoncturel et on le retrouve aussi en filière conventionnelle. Voilà. Donc déjà, ça veut dire qu'on maintient le produit, on le diminue. On arrive aussi à avoir un produit, du coup, vous voyez, prix de vente, finalement, il est étal. Hein, on est à 3,26, on repasse à 3,23. On va avoir quand même un excédent brut d'exploitation qui va quand même un petit peu progresser malgré la baisse du produit viande parce qu'on va avoir une stabilité des charges opérationnelles. Et donc, il y a moins de progression de BE. Donc, vous voyez, au niveau des annuités, on reste aussi assez constant. Voilà. Et on retrouve un revenu disponible par UMO de 23 000. Alors, la précision qu'on doit faire aussi dans nos résultats, c'est qu'on a compté les aides que l'on avait, les aides de la PAC. Tous les crédits d'impôt, en fait, on n'a pas réintégré aussi. Donc, ça veut dire que c'est un revenu disponible hors crédit d'impôt. Donc, ça voudrait dire que du coup, sans doute, et heureusement pour les éleveurs, c'est un petit peu plus élevé, ce qu'il leur reste. Voilà. Mais comme c'est du privé, en fait, on l'a pas réintégré. Voilà. Donc, en résumé, on est plutôt sur, au niveau de notre échantillon, plutôt du Massif central, on est sur vraiment, ce qu'on a observé en trajectoire, c'est qu'on avait une diversification des ventes qui étaient quand même plus larges, diversifiées en agriculture biologique. En fait, les éleveurs ont pris l'habitude de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc, en fait, ils utilisent plusieurs leviers. Ça peut être des leviers comme la vente directe, ça peut être les leviers directement de vendre à un boucher en circuit court. Donc là, l'atout, c'est qu'on a un prix de vente de l'animal qui est bien valorisé sans avoir de charge opérationnelle ou alors en filière longue. On a aussi diversifié au niveau de vente de reproducteurs, voire on a des exploitations qui ont choisi de ne plus se spécialiser. Donc, plus faire uniquement du bovin, du bœuf ou plus du veau, mais plutôt avoir des choses mixtes. Et enfin, on va avoir des stratégies qui vont être payantes sur le long terme, c'est-à-dire que c'est des exploitations qui ont appris à mieux valoriser l'herbe que d'autres. On va aussi avoir des animaux qui vont être adaptés, c'est-à-dire plus légers aussi, pour limiter tout ce qui était achat d'aliments. Et donc, du coup, ça limite aussi l'impact au niveau, lorsqu'il y a l'inflation des prix de l'aliment, parce que ça coûte très cher en bio, ou qu'il y a un déficit fourrager. Et pour ceux qui faisaient de la vente directe, on s'est aperçu aussi que du coup, d'avoir des petites carcasses, ça permettait aussi d'éviter le gaspillage et d'avoir un nombre de vendeurs moins grand, moins conséquent à avoir que si on avait une grosse carcasse. Et finalement, sur du long terme, parce que en fait, c'est bien de se porter sur 2 ans, mais il faut regarder la trajectoire. Nous, tout à l'heure, Emmanuel vous a montré le prix des bovins viande.
Mais en fait, on a l'impression que les prix aujourd'hui, et c'est pas qu'une impression, les prix de la bio se font rattraper par le conventionnel, mais les revenus ont toujours été supérieurs depuis bien longtemps aux revenus des conventionnels. Voilà. Donc, sur du long terme, avoir travaillé en bio, au moins dans notre bassin du Sud Massif central, a été plus rémunérateur que, qu'en fait des éleveurs en conventionnel. Ça, on l'a montré par plusieurs fois en travaillant à la fois avec le CER de l'Alliance Massif centrale ou bien en Bourgogne. Si on comparait des naisseurs spécialisés, les revenus des éleveurs en bio étaient 2 fois supérieurs à des naisseurs spécialisés. Donc, il faut l'avoir en mémoire en disant qu'on est sur une carrière et donc on ne se focalise pas sur 1 ou 2 années, en espérant que, bien sûr, pour tous, les prix restent élevés. Voilà. Donc là, maintenant qu'on a parlé de la valorisation de l'herbe, on va le montrer aussi avec Aurélie. Bonjour à tous, je suis Aurélie Vachon. Moi, je co-anime un réseau thématique, donc ça fait partie du dispositif Innovation de l'élevage. Il y a le volet observatoire où on a des suivis en continu, et il y a le volet thématique qui a été mis en place depuis 2021, où on a des petits noyaux, des petits groupes d'éleveurs qui travaillent sur une thématique en particulier, et où on essaye d'avoir une approche système. Donc, dans ce réseau thématique, voilà, on mobilise une douzaine de conseillers et du coup d'éleveurs qui sont engagés en démarche qualité, donc en SICO, donc en bio ou autre démarche qualité, label rouge, IGP, AOP, et qui ont la caractéristique d'avoir des conduites de finition à base d'herbes, sachant qu'on a défini à base d'herbes comme étant au moins 30% d'herbes pâturées ou conservées dans la ration d'emplacement de leurs bovins. Voilà, et donc on a fait une analyse cet été, enfin, qui dure depuis 2 ans, mais qu'on a finalisé enfin cet été, qui a donné lieu à cette publication, donc vous avez le lien. Et je vais vous faire donc une présentation de quelques principaux résultats de ce travail qu'on a conduit. Donc en fait, avec notre petit réseau de 12 fermes, c'est compliqué d'aller chercher de la référence. Il y a beaucoup de cas particuliers, comme a dit Christelle, quand on a des petits échantillons. Donc on s'est dit, on a quand même une base Gnosis où il y a plus de 300 fermes qui sont suivies en continu depuis un certain nombre d'années. Donc on s'est dit, parmi ces fermes, il y en a sûrement d'autres qui sont à la fois, qui correspondent à nos thématiques de travail, donc qui travaillent en démarche qualité et qui finissent à l'herbe. Donc on est allé chercher dans cette base Gnosis, voilà, toutes les fermes qui avaient ces caractéristiques d'être en SICO, et les conseillers qui les suivent nous ont informés sur leur pratique de finition. Et c'est comme ça qu'on les a caractérisés et qu'on a trouvé une quarantaine de fermes qui représentent 200 suivis, puisqu'on a pris sur une période de 2017 à 2023. Et on est allé voir, voilà, les pratiques et les performances techniques et économiques de ces fermes-là. Voilà. Sachant qu'on a donc mis dans le même paquet des ateliers naisseurs et naisseurs engraisseurs de bœufs, considérant que sur la conduite, il n'y avait pas forcément de gros écarts. Par contre, on a mis de côté les naisseurs engraisseurs de jeunes bovins, qui là correspondent à des typologies quand même un peu différentes. Et parmi ces fermes-là, donc il y en a une petite moitié qui sont en bio, et l'autre moitié qui est plutôt en filière autre qualité, voilà. Essentiellement label rouge, mais aussi un peu IGP ou AOP. Donc vous avez la répartition de ces fermes sur la carte, avec en vert celles qui sont en bio, donc vert clair les naisseurs, vert foncé les naisseurs engraisseurs de bœufs bio, et la même chose pour les conventionnels naisseurs et naisseurs engraisseurs de bœufs. Donc ils sont répartis. Donc ça, c'est une répartition qui est liée au suivi Gnosis qui sont engagés au niveau du réseau, quoi. Donc ensuite, pour caractériser ces systèmes et les discriminer un petit peu sur leur degré d'utilisation d'herbe à l'échelle de l'exploitation. Donc nous, on avait cette entrée finition à l'herbe, mais on s'est dit, on avait vu les travaux de Bioviande et ce qui avait été fait avec notamment la création de cet indicateur de valorisation de l'herbe. Donc on s'est appuyé sur ces travaux précédents et on s'est dit, bon, bah, utiliser la même méthode et si on doit aussi, est-ce que nous, à notre échantillon un peu plus grand, sur d'autres régions, est-ce qu'on trouve un peu les mêmes choses? Et puis on trouvait cette démarche très intéressante d'aller au sein de nos exploitations qui toutes valorisent l'herbe, d'essayer de les discriminer entre elles et d'avoir un peu un gradient d'utilisation de l'herbe. Donc c'est ce que permet cet indicateur, puisque plus on va être dans le groupe vert foncé, donc le 1, plus on va avoir des systèmes qui sont donc économes en concentré, puisqu'un critère qui est pris en compte, c'est la consommation de concentré. Ensuite, c'est la part d'herbe dans les fourrages, donc ça veut dire que ce sera des systèmes qui seront beaucoup plus herbagés. Et enfin, le dernier point, c'est la quantité de fourrage conservé, consommé.
Donc, moins ils en consomment, plus ils sont donc pâturants. Et donc, voilà, plus on va être vers le vert foncé, plus on va avoir des exploitations voilà, économes, herbagères, pâturantes. Et quand on est dans le rouge, même si c'est pas le rouge, voilà, c'est pas forcément aussi négatif que ça, mais en tout cas, ça permet d'avoir 4 classes égales et de répartir nos fermes en fonction de ces quatre classes pour voir aussi les différences qu'il y a entre elles et est-ce que quand on est le plus valorisateur d'herbe, comment ça se traduit dans les résultats, etc. Donc, c'est toute la suite de la présentation, elle repose sur la répartition de nos suivis selon ces 4 classes de valorisation de l'herbe. Et on retrouve ici donc les critères, les 3 critères qui discriminent cet indicateur, qui montrent la répartition de nos fermes et la diversité aussi au sein de chaque classe selon les indicateurs. Bon, la plus grande caractéristique, c'est que vraiment les exploitations qui sont dans la classe 1, les plus valorisateurs sont vraiment les plus économes en concentré, avec 60% de consommation de moins que dans la classe 4, même si en moyenne, sur ces exploitations, on est à 418 kg de concentré par UGV, ce qui est globalement quand même beaucoup plus faible que ce qu'on voit en conventionnel, puisque dans notre dernier observatoire INOSIS, on était plutôt de l'ordre de 660 kg de concentré pour des systèmes lanceurs et lanceurs engraisseurs de bœufs. Voilà, on a quand même dans toutes les fermes, et encore plus quand on va vers la classe qui valorise le plus l'herbe. Et ce qu'on voit aussi qui est marquant, c'est qu'il y a beaucoup plus de variabilité dans les classes 3 et 4 que dans les classes où il y a une valorisation de l'herbe importante. Donc on a réparti ensuite nos fermes, on a refait une petite carte pour savoir où étaient les plus valorisateurs d'herbe par rapport à ceux qui la valorisent un peu moins bien. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas une zone qui est dédiée à mieux valoriser l'herbe, c'est qu'on peut trouver des verts foncés un peu dans toutes les zones d'élevage. Donc même si nous, avec l'échantillon et la répartition des suivis NOSIS, on les retrouve principalement sur l'Asie centrale ou les Pays de la Loire, mais globalement, vous voyez qu'on a toutes les couleurs dans toutes les zones, quoi. Et ensuite, sur le petit tableau, vous avez la part de naisseurs-engraisseurs de bœufs qui se retrouvent préférentiellement dans la classe 1 aussi. Donc voilà, les systèmes qui sont en bœufs, ils valorisent aussi beaucoup plus d'herbe. Et vous avez aussi la répartition des exploitations bio, et c'est dans les classes 1 et 2 qu'on va, enfin surtout dans la classe 1, où on va retrouver la part d'éleveurs bio plus importante. Ce qui va expliquer après, par la suite, un peu les résultats d'avoir cette surreprésentation d'exploitation bio dans la classe 1. Donc ensuite, ce qu'on a observé, donc là je ne vais pas rentrer dans tous les détails des chiffres parce que je crois qu'il faut aller vite, mais globalement, tous ces systèmes qui sont à l'herbe, ils ont quand même des très bons résultats techniques au niveau de la conduite du troupeau, résultats de productivité qui sont totalement satisfaisants, conformes, que ce soit le taux de vélage par vache, des IVV qui sont très bien maîtrisés, des stratégies de conduite de vélage, donc en vélage groupé, avec des périodes de vélage qui peuvent être différentes, mais qui en tout cas permettent d'avoir une conduite qui est rigoureuse et qui donne des résultats derrière. Donc, ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle de pouvoir dire que tous ces élevages à l'herbe, au niveau technique, ça tient la route, quoi, il n'y a aucun souci. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'en bio, il y a eu des taux de renouvellement un peu plus élevés que dans les autres systèmes. Donc, au niveau technique, très bon résultat. Ensuite, au niveau de la production, donc dans ces systèmes, on a à peu près 2/3 des semelles finies, des femelles adultes qui sont finies. Et que donc vous avez ici les données des taux de finition mâles et femelles et aussi des poids carcasses. Donc ce qu'on a remarqué, c'est que dans les classes où on valorise le plus l'herbe, voilà, on a des poids carcasses un peu inférieurs. Alors ça, c'est valable pour les races charolaises, limousines. Après, sur les races futées, on n'a pas vu de différence entre les classes. Mais sur voilà, les races dites fourragères ou à viande classique, on a des poids de carcasse un petit peu inférieurs. Donc ça veut dire que dans ces systèmes qui valorisent l'herbe, on peut finir des carcasses, peut-être un peu plus légères, parce qu'on ne va peut-être pas attendre aussi longtemps, on va peut-être limiter la durée d'emplacement, mais en tout cas, on peut produire des carcasses conformes aux attentes des marchés. Et on va retrouver aussi dans ces systèmes plus valorisateurs d'herbe une moindre production de viande, donc des niveaux de productivité par UGB un petit peu inférieurs, mais qui sont souvent partiellement compensés par une valorisation du kilo produit un peu supérieure. Ensuite, pour ce qui caractérise aussi ces systèmes valorisateurs d'herbe, c'est qu'elles sont globalement extensifs. Donc, plus on est dans les classes vertes, plus on a un chargement faible, voilà, entre 0,97 ou 0,91 pour la classe 2.
Donc, par rapport aux autres classes, où on est dans un niveau de chargement un petit peu plus élevé. Et ces systèmes qui valorisent le plus l'herbe, ils sont aussi plus spécialisés sur la production de bovin-viande, avec un pourcentage de SFP voilà, sur SAU à plus de 90%, alors que dans les classes 3 et 4, on va plutôt trouver des systèmes de polyculture élevage, donc avec une part de culture un peu plus élevée. Voilà, et globalement, sur les exploitations en bio, la caractéristique, un peu ce qu'on a vu, c'est que vraiment, on avait toutes les exploitations bio, quelle que soit un peu leur classe de valorisation de l'herbe, elles étaient toujours avec des niveaux de chargement voisins de 1, avec beaucoup moins de variabilité entre élevages que dans les élevages conventionnels. Dans ces systèmes qui valorisent l'herbe, on a aussi mis en évidence qu'il y avait donc une moindre dépendance aux intrants, un peu comme Christelle l'a déjà expliqué tout à l'heure. Donc, ils conservent moins de fourrage conservé. Ils n'achètent pas plus de fourrage pour autant. Des consommations de paille litière qui sont plutôt faibles quand on valorise plus l'herbe, soit parce qu'on, enfin, soit, et d'abord parce qu'on pâture plus longtemps, mais aussi parce que on peut être dans des bâtiments où notamment dans les zones de montagne, on va économiser aussi un peu la paille. La consommation d'azote minéral, elle reste plus faible en moyenne euh, dans ces classes-là. Et les concentrés, on en a déjà parlé tout à l'heure, ils sont économes en concentré, et je ne montrerai pas la diapo, mais ils sont aussi économes en fuel dans ces classes 1 et 2, plus que dans les classes 3 et 4. Donc voilà, plus de pâturage, moins de paille, moins d'engrais, moins de concentré, et c'est encore plus vrai quand ces fermes sont en bio que quand elles sont en conventionnel, et on a des taux d'autonomie, que ce soit massiques ou protéiques, qui sont très élevés. Des systèmes qui sont très autonomes et économes. Si on passe sur les performances économiques, donc là, on est plutôt allé à l'approche de production. Donc, la caractéristique des systèmes qui valorisent le plus l'herbe en classe 1 et 2, c'est qu'ils ont une productivité de la main-d'œuvre un peu inférieure aux 3 et 4. Donc, c'est ce qui va peser un petit peu sur les coûts qui peuvent être amenés donc, à cette productivité de la main-d'œuvre, et notamment qui va peser sur les coûts du travail. Il va expliquer pourquoi on va avoir peut-être des coûts de production un peu plus élevés dans ces classes 1 et 2 que dans les classes 3 et 4. Pour autant, quand on descend après au niveau du produit et qu'on arrive donc à la rémunération du travail permise par le produit en nombre de SMIC par EMO, on va avoir quand même une différenciation intéressante des systèmes les plus valorisateurs d'herbe qui se retrouvent à 1 SMIC 67. Voilà, quand on est en moyenne à 1,25 sur l'ensemble des classes. Sachant que dans tous ces systèmes, une rémunération à 1,25, c'est plutôt un bon résultat, tout en pareil, quand on se compare à l'ensemble de la base INOSIS, où on était en moyenne entre 1 et 1,1 dans notre précédente étude. Donc là, c'est des niveaux plutôt plus élevés, même si c'est sans doute insuffisant. Mais voilà, plutôt des bons résultats, des bonnes performances de l'atelier bovin-viande. Et si on va à l'échelle de l'exploitation, donc là, c'est des résultats plus globaux, notamment pour les classes 3 et 4 qui intègrent aussi un atelier culture. Donc là, ça prend en compte l'ensemble de l'exploitation avec des niveaux de BE par BMO qui sont intéressants. Une efficacité économique, donc EBE sur produit, qui est élevée. Donc 41%, la plus élevée pour les systèmes les plus valorisateurs d'herbe. Et ça, c'est d'autant plus vrai pour les exploitations bio, où il y a des résultats économiques supérieurs par rapport aux fermes conventionnelles et un niveau d'efficacité économique, voilà, des bio qui est 7 points supérieur au conventionnel dans notre échantillon. Vous avez les niveaux de revenus disponibles qui sont un peu cohérents avec ce qui a déjà été montré juste avant. Et le petit point en plus par rapport à l'aspect transmission et poids des capitaux dans ces exploitations-là, ça nous intéressait de voir si les systèmes qui valorisent le plus l'herbe, ils sont un peu moins, ils ont des capitaux un peu moins élevés. Et donc là, on a fait ça sur la période 2021-2023, sur une moyenne. Et il ressort voilà, que les exploitations de nos classes 1 et 2, elles sont plutôt à 5 euros de capital pour 1 euro de BE dégagé. Donc, Christelle parlait tout à l'heure de 6,40 €, je crois. Donc, c'est assez cohérent par rapport à ce qu'on a là. Et dans les systèmes voilà, qui valorisent l'herbe, on a l'impression qu'il y a quand même un différentiel qui est intéressant. En tout cas, c'est ce que notre analyse montre, voilà, chiffré. Et donc, pour conclure, voilà, cette étude nous a permis de voir que les systèmes qui travaillaient sur la finition à l'herbe et en démarche qualité, ils tiraient leur épingle du jeu.
Ils sont majoritairement donc soit en bio, en zone de montagne, mais voilà, pas forcément. Ils maximisent le pâturage. Ils valorisent de l'herbe sous toutes ses formes. Donc les plus utilisateurs de l'herbe, c'est surtout du foin, de l'enrubanage. Pour les autres, il peut y avoir bien sûr des ensilages. La maîtrise de la qualité de l'herbe est bien sûr déterminante pour la production. Toutes les races sont présentes. Donc on a des races, dans notre échantillon, on avait un quart de races rustiques et un peu plus de 60% de charolais limousin. Ils ont des bons résultats techniques. On peut engraisser avec des systèmes à l'herbe, peut-être avec des carcasses moins lourdes parce qu'on est peut-être moins patient ou parce que le marché ne le demande pas forcément. Et que derrière, il y a quand même des résultats économiques qui sont intéressants avec des systèmes économes et un retour sur investissement, une transmissibilité qui semble facilitée. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire le document complet. Il y a tous les points. On va quand même prendre le temps de prendre une ou deux questions. Oui, moi j'ai juste une petite question par rapport, vous avez dit, au taux de renouvellement qui est plus important en bio que les autres, et je voulais savoir pourquoi. Moi, dans ma tête, j'aurais tendance à dire l'inverse, si vous avez une explication. L'explication, on l'a pas forcément. Après, dans les pays de la Loire, où il y a beaucoup de systèmes naisseurs-engraisseurs de bœufs, et où c'est des systèmes où, globalement, ils ont des taux de renouvellement élevés, que ce soit en conventionnel ou en bio. Voilà. Et Ah oui. Le fait d'être en système naisseur-engraisseur, voilà. qu'on a intérêt à réformer des vaches plutôt jeunes pour qu'elles puissent avoir des kilos en plus. Une meilleure valorisation de bouche. Voilà. D'accord. Après, dans la classe 2, il y avait un taux de renouvellement, par contre, inférieur, qui était plutôt expliqué par le fait qu'il y ait une dominante de race rustique, où là, on a plutôt des pratiques de renouvellement, une longévité des vaches un peu supérieure, qui fait qu'elles renouvellent un peu moins vite. Sinon, quand vous avez parlé 2 fois de carcasses moins lourdes, est-ce que au niveau de la filière rouge, c'est génial? Il manque de toute façon là, de moins en moins parce qu'il manque beaucoup d'appro. Donc de toute façon, On a vu qu'elles étaient un peu plus légères, mais qu'elles étaient quand même à des poids totalement acceptables. Voilà, quoi. Ils vont peut-être pas chercher des 30 ou 40 kilos supplémentaires qu'ils pourraient aller chercher en consommant beaucoup plus de concentré ou en attendant plus longtemps. Mais c'est un optimum, je pense qu'ils ont réussi à trouver, et je pense que les résultats économiques le prouvent, quoi. Au moins 350 kilos de carcasse. La moyenne est à 400. Oui, c'est pas. Et elles sont bien conformées. On avait fait justement dans l'étude d'Anglo-Viande et on avait noté, on avait pris toutes les données qu'on avait sous des éleveurs suivis avec les données Normabel. Et en fait, on a mis en brèche en fait un préjugé qui disait que quand on travaillait en bio, on finissait mal les animaux. Et en fait, nous, on s'est vraiment aperçu que dans 80% des animaux qui avaient été abattus, eh ben, ils correspondaient à la demande, même en couleur au niveau des veaux. Et ça, c'était aussi important. Mais c'est vrai que c'est peut-être des carcasses un tout petit peu plus petites aussi, parce que adaptées aussi à au sol, à l'importance des sols. Et c'est pas assez pour ça, des grosses carcasses. Merci beaucoup, merci à tous les trois. On va terminer les conférences avec une étude inédite pour les bioreférences. Non. Donc, Bastien Dalaporta, l'ITAB s'est penché sur les performances environnementales des élevages suivis dans bioreférence.